Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Et ici la voix de Fabrice Neumann. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. Bienvenue dans le 22e épisode des Voix de la Tech. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, en moins de 30 minutes, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Et si vous en voulez plus, la version intégrale avec les interviews en entier vous attend sur Apple Podcast. Au sommaire cette semaine, Benjamin, de l'IA, encore de l'IA, toujours de l'IA. Oui, avec l'affaire DeepSeek, ce nouveau venu chinois dans le monde des agents conversationnels qui bouscule tout jusqu'à faire perdre presque 600 milliards de dollars de valorisation boursière à Nvidia en une seule journée. On pensait pourtant le géant des GPU inattaquable puisque tous les autres géants de l'intelligence artificielle, d'OpenAI à Meta en passant par Microsoft ou encore X.AI, s'arrachent les cartes graphiques à prix d'or pour construire des centres serveurs toujours plus grands, toujours plus puissants, pour faire tourner des modèles d'IA toujours plus gros. Et voilà, patatras, DeepSeek semble montrer qu'on peut faire plus avec moins et pour moins cher. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. On va notamment en parler dans un instant avec Frédéric Crassa. Il est ingénieur formation chez Orange, mais surtout spécialiste des composants et des processeurs. C'est le premier groupe média français à signer avec Perplexity AI, le moteur de recherche conversationnel créé à San Francisco, qui utilise des modèles LLM pour répondre aux requêtes avec des liens vers les sources dans ses réponses. Ce groupe média, c'est Humanoid, plus connu à travers ses sites d'information comme Numérama, Frandroid et Mademoiselle. Julien Cadeau, son directeur des opérations, va nous rejoindre dans la deuxième partie de cet épisode pour nous expliquer ce symbole fort, là où on aurait plutôt attendu le Figaro ou la Tribune, et ce que ce partenariat va changer concrètement pour Frandroid et Numérama notamment. Et puis entre ces deux interviews, on va vous proposer d'écouter les voix de David Sacks, le nouveau grand Manitou de l'IA de Donald Trump, de Paul McCartney, mais aussi de l'intelligence artificielle de Time Magazine. Vous découvrirez pourquoi dans une dizaine de minutes. Bonjour Frédéric Crassa. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Vous êtes ingénieur formation chez Orange, spécialiste des composants et des processeurs, dont ceux d'Apple, mais aussi de Nvidia, dont la quasi-hégémonie semble s'être écroulée en quelques heures. Alors, s'il n'y avait qu'un nom à retenir au terme de cette folle semaine, ce serait DeepSeek, cette IA chinoise comparable à ChatGPT, à quelques détails près, on est d'accord, mais qui n'aurait coûté qu'une fraction de son prix à créer, a fait plonger le cours de plusieurs géants américains de l'IA mardi. Nvidia, pour ne citer que lui, moins 17%, 600 milliards de dollars perdus en une seule journée, 600 milliards de valorisation boursière. DeepSeek est devenu en quelques heures l'application la plus téléchargée sur l'App Store aux US. Alors Frédéric Crassa, première question, on parle de quelques millions de dollars seulement, à comparer aux milliards engagés pour créer ChatGPT par exemple. Est-ce que c'est plausible, est-ce que c'est réaliste de croire que DeepSeek aurait coûté aussi peu cher ? Alors je pense que c'est partiellement réaliste, oui, c'est assez réaliste parce qu'ils ont quand même donné, quand même des indications sur la façon dont ils ont travaillé ce modèle-là. Ils ont fait un certain nombre d'optimisations dans l'entraînement du modèle qui ont été quand même reconnues par beaucoup et en l'occurrence par des acteurs très importants, notamment l'acteur français franco-américain Hugging Face, qui a pris acte et qui a lancé un projet pour le rendre, qu'ils appellent OpenR1. R1, c'est le nom du modèle de DeepSeek. Et très vite, ils ont dit, on va faire un modèle ouvert, vraiment ouvert, beaucoup plus ouvert que celui de DeepSeek, basé sur ce qu'on sait de DeepSeek. Donc je pense que les gens de Hugging Face, c'est vraiment ils sont dans les meilleurs dans la recherche de l'IA au monde, hein, et puis ils hébergent plein de modèles plus ou moins ouverts, plus les autres, hein, comme Yann Lequin qui a parlé de ça, il y a eu des universités qui l'ont testé, etc. Ils pensent que les optimisations qu'ils ont faites apportent vraiment à la communauté une valeur, et donc c'est quelque chose qui est vraiment majeur, c'est pas de la fumée, même si on connaît pas tout. Pour les non-spécialistes, les non-techniciens, est-ce qu'on peut essayer de comprendre, parce que j'ai le sentiment, vous me direz si je me trompe, que jusqu'à maintenant, on ne croyait qu'à une seule manière de faire, qui coûtait énormément d'argent, et là, en quelques jours, patatras, les Chinois nous montrent qu'on peut faire autrement,
en divisant le prix par 100 ou par 1000, c'est ça? Et d'autant plus, pour ajouter un petit détail, que les Chinois en question n'ont pas utilisé les dernières générations de cartes NVIDIA parce qu'ils n'ont plus le droit de les acheter à cause d'un blocus des États-Unis envers la Chine sur ces cartes-là. Donc ils ont utilisé des cartes de génération d'il y a 3 à 4 ans. Alors, ils ont utilisé, pour être plus précis, Fabrice, ils ont utilisé des cartes des H800. C'est des cartes qui datent de 2023, en fait. D'accord. Entre avril 2023 et octobre, NVIDIA était bloqué sur ces cartes H100. Et comme ils étaient bloqués en mars, ils ont fait une version pour les Chinois, un petit peu adaptée pour contourner les restrictions, donc sûrement avec moins de capacité, mais ils ont réussi à les faire. Et ils en ont pu en vendre jusqu'en octobre. En octobre, le gouvernement a réagi et a interdit les H800. Donc, durant ce petit laps de temps entre mars et octobre, c'est à peu près 6 mois, ils ont pu en acheter. Et je pense qu'ils ont pu en acheter en plus en quantité limitée, parce qu'ils parlent de 2000 GPU, donc ce n'est pas des énormes quantités comme OpenAI. Donc, ils ont travaillé effectivement sous la contrainte. Ils vous parlent d'un modèle mix of expert, c'est-à-dire quelque chose c'est des petits modèles, en fait, au lieu d'avoir un gros modèle, ils font travailler des petits modèles qu'ils ont entraînés. Et ça fait penser aux Français Mistral, qui n'avaient pas non plus les moyens rappelez-vous, en 2023, ils n'avaient pas les moyens d'OpenAI. Ils avaient levé 100 et quelques millions de dollars, je crois, à l'époque. Ils avaient quand même réussi à faire un modèle open source qui était aussi MOE, Mix of Experts. Donc, DeepSeek s'est inspiré beaucoup, je pense, des Français dans leur approche small, etc. Mais la différence, c'est que Mistral faisait des modèles à peu près à 70 milliards de paramètres, qui concurrençaient déjà les Américains, puisque Microsoft a signé quand même avec Mistral. Mais là, ils ont tapé dans du 671 milliards de paramètres. Donc, ils ont à peu près multiplié par 10. DeepSeek a tapé très haut avec une technologie très économe. Ils ont fait beaucoup d'optimisation pour l'entraînement et apparemment c'est véridique. Les optimisations sont réalistes, pour répondre à ce que tu disais, Benjamin. Tellement bien qu'il y a beaucoup d'acteurs comme Inface, mais sûrement Mistral, etc., qui vont s'en inspirer. Et d'ailleurs, Trump l'a dit, il a dit bravo les Chinois, maintenant on va regarder ce que vous avez fait et on va mettre le paquet pour consommer moins. Même Sam Altman l'a reconnu, hein, Oui. le patron d'OpenAI. Oui, il a reconnu parce que je pense que le modèle a été quand même testé, il est testable. Il est non pas open source, comme j'entends, c'est une erreur. Open source, c'est vraiment vous donner les clés du camion. Vous dites exactement les données d'entraînement, tout le code pour l'entraînement, etc. C'est pas du tout le cas. Ils ont donné un modèle que vous pouvez tester de votre côté avec tout ce qu'il faut pour le faire tourner en l'occurrence sur des machines universitaires ou sur une Inface. Donc gratuitement, avec une licence gratuite. Donc tout le monde peut l'utiliser, des entreprises, etc. Mais ils n'ont pas tout expliqué. Mais en faisant tourner le modèle, ils voient bien quand même la réalité. Ils ont un modèle de 600 milliards de paramètres qui ne consomme pas beaucoup quand on l'interroge. C'est ce que faisait Mistral. En fait, quand vous lui faites la requête, il va regarder à quel endroit des sous-parties et il va faire travailler, ils disent, à peu près 37 milliards de paramètres. Donc c'est très peu, c'est très économe. Et ça marche bien. Dans les faits, ils l'ont testé. Je pense que les Américains ont testé ça depuis plusieurs jours. Ça marche vraiment bien. Mais DeepSeek, ils ont fait une version 2, une version 1. On les a vus arriver depuis quelques années quand même. Une des polémiques qui tourne autour de DeepSeek, c'est qu'on peut l'utiliser en créant un compte sur le site deepseek.ai et on peut commencer à poser des questions. Et on s'est très vite aperçu que ce modèle d'origine chinoise avait du mal à répondre à certaines questions, par exemple, qui touchent gênantes, en tout cas gênantes pour le pouvoir chinois actuel. Donc impossible d'avoir des réponses sur ce qui s'est passé sur la place Tiananmen, par exemple. Quoique, alors, c'est-à-dire que c'est assez rigolo, il commence à répondre et puis après, il y a un vrai message qui dit « Non, en fait, je ne vais pas répondre à ça, ça sort de mes compétences, merci de changer de sujet. » Voilà. Donc ça, c'est parce que c'est lié à ce qu'oblige à faire le gouvernement chinois, et ça, c'est lié aux données d'entraînement. Mais le moteur lui-même, en fait, on peut l'utiliser à côté avec d'autres données et
et profiter de toute la puissance de calcul, mais sur d'autres données qu'on aurait choisies. C'est bien ce qu'est en train de faire GameFace, si j'ai bien compris. Oui, exactement. En fait, ils font ce que nous, on connaissait dans les applications classiques du rétro-engineering, en fait. Donc ça, c'est le projet OpenR1, je crois, de GameFace qui a été annoncé. Notamment, c'est un Français, un Suisse, qui ont lancé ce projet qui a été validé par 100 000 likes dans la communauté de GameFace. Donc c'est vraiment un gros engouement, hein. Ils vont essayer, en fait, de comprendre comment ça s'est fait et ça va profiter à ce nouveau modèle qu'ils vont essayer de mettre en place, mais aussi aux autres, hein. Tout le monde doit essayer de comprendre quelles sont les recettes de DeepSeek qui ont été quand même annoncées, hein. Mais ils ont apporté aussi leur propre technologie sur l'amélioration du modèle, sur la partie finale qu'on appelle Human Reinforcement, le RF en fait. Tout ce qui est renforcement pour que les réponses soient bien compréhensibles, soient bien justes. Quelles vont être les conséquences à moyen et long terme de cette irruption de DeepSeek dans le paysage? Alors pas tellement l'arrivée de DeepSeek en tant que tel, mais ce qu'on en apprend et le modèle qui semble voler en éclats. Elle nous apprend qu'il faut tenir compte de la performance par watt. On ne peut pas avoir une approche trop élitiste de dire après tout on met des dollars, on met de l'électricité, on construit des gros data centers, on prend le maximum puis on verra bien les optimisations. Elle apprend qu'en fait on peut faire vraiment des choses très efficaces à moindre coût et donc ça revoit effectivement tout le modèle du hardware. C'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes de hardware de puces qui ont chuté, hein. Mais au-delà de ça, ce qu'ils nous apprennent aussi, et ça c'est vachement important pour le développement des IA, c'est qu'en consommant moins, la durée des entraînements est plus courte. Donc ça veut dire qu'on peut itérer plus vite. Là où même OpenAI mettait des mois pour arriver à mettre au point leur modèle, eux, ils y arrivent en quelques jours, quelques semaines. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des itérations, tester beaucoup plus rapidement. Et donc on peut avoir non seulement des économies, des acteurs plus légers qui vont pouvoir y aller, déjà. Et en plus, on va pouvoir avoir une dynamique peut-être encore plus forte. Plus de modèles testés, validés, et puis on trouvera la voie plus rapidement. Sur la partie données personnelles, Frédéric Crassa, on a tous envie de l'essayer. Ma question concrète, c'est est-ce que c'est dangereux? C'est ce qui est en train d'arriver à Ouais. des millions d'utilisateurs. Bah oui, j'ai envie de répondre qu'on ne sait pas que ça ne l'est pas dangereux. À tester pour ceux qui s'y connaissent et en limitant les interactions à des choses très généralistes, voilà, de tests, mais pas pour un usage vraiment quotidien, pour le travail, etc. Ou pour des données sensibles, personnelles, santé, etc. Je déconseille de le faire. On a peu de visibilité sur ce qui se passe derrière. C'est très opaque, même en interne, ce qui se passe, c'est encore plus obscur. Donc il ne faut pas être naïf avec les Américains ou les Chinois, mais je pense qu'il vaut mieux attendre. Ça vient de sortir, il y a un effet buzz. De toute façon, vous ne retrouverez pas toutes les fonctionnalités de ChatGPT avec cette application, hein. On en est loin encore, hein. C'est sûr. Merci beaucoup, Frédéric Crassa, ingénieur formation chez Orange, spécialiste des composants et des processeurs. Merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine. Merci Frédéric. Merci à vous, merci Benjamin, merci pour cette invitation. C'était un vrai plaisir et à bientôt. Julien Cadeau, le directeur opérationnel du groupe média Humanoid avec Frandroid et Numérama notamment, va nous rejoindre dans quelques instants. Fabrice, pour nous raconter ce premier partenariat en France qu'il a signé avec Perplexity AI. Avant ça, une dernière info à propos de ce coup de tonnerre DeepSeek. Et oui, l'IA chinoise est soupçonnée par OpenAI et par son partenaire Microsoft d'avoir siphonné l'IA star américaine pour entraîner ses propres modèles. David Sachs, qui fut l'un des cofondateurs de PayPal avec Elon Musk, qui fait partie de ce qu'on appelle depuis la mafia PayPal, est aujourd'hui le référent IA et crypto-monnaie de Donald Trump. Il a répondu cette semaine sur Fox News au sujet de ce soupçon de vol massif de données par DeepSeek. There's substantial evidence that what DeepSeek did here is they distilled the knowledge out of OpenAI's models. And I don't think OpenAI is very happy about this. And I think one of the things you're going to see over the next few months is our leading AI companies taking steps to try and prevent distillation. And so we'll see if the leading AI companies can prevent distillation
by third-party companies, that would definitely slow down some of these copycat models. C'est un peu l'arroseur arrosé quand même, Fabrice, non? Bah oui, parce que donc là, OpenAI se plaint d'avoir été volé. On sait qu'on reproche beaucoup à OpenAI d'avoir volé, si ce n'est, on va dire, emprunté beaucoup de données en siphonnant Internet pour pouvoir construire ses propres modèles. Donc voilà, c'est l'organisation de la contre-attaque. En tout cas, ça souligne le fait que DeepSeek fait vraiment peur et vraiment bouscule tout dans ce marché. Et puis Fabrice, on vient de l'entendre, Frédéric Crassa annonçait une révolution, un coup de tonnerre quasiment chaque semaine. C'est le cas puisqu'on a à peine découvert DeepSeek qu'on parle déjà de Qwen. Oui, Qwen, alors c'est rigolo, presque j'ai envie de dire, parce que c'est une autre start-up chinoise qui a créé son propre modèle de langage et qui proclame pouvoir faire mieux que DeepSeek, qui lui-même avait dit faire mieux que OpenAI. Donc je pense que Frédéric Crassa a raison, on va continuer à manger de l'IA toute l'année et sûrement à un rythme de plus en plus effréné, oui. Alors Benjamin, on continue à parler d'intelligence artificielle, mais cette fois dans le monde artistique et plus particulièrement celui de la musique. Oui, puisque Deezer a annoncé le 28 janvier qu'il allait faire la chasse aux morceaux générés par l'intelligence artificielle, qui représente maintenant 10% des morceaux qui sont soumis à la plateforme pour être ajoutés à son catalogue, alors même que son concurrent et leader du marché Spotify semble être moins regardant sur le sujet, même s'il ne l'a pas reconnu officiellement. On a déjà retrouvé dans certaines playlists des titres signés par des artistes virtuels. Oui, Benjamin, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait évoqué avec Nathalie Birochot, la directrice générale de Dirkheim Amplify, qu'on avait interviewé pour notre épisode 4 des Voix de la Tech en octobre dernier. Dirkheim Amplify qui propose un outil justement de détection de musique générée par l'intelligence artificielle qui s'appelle tout bêtement Music AI Detector. Alors on s'en doute, elle est fervente défenseuse des droits d'auteur et de la musique créée par les vrais humains. Oui, et voilà qu'elle va se retrouver, Nathalie Birochot, avec deux alliés de poids, Elton John et Paul McCartney. Les deux artistes ont lancé un appel au gouvernement britannique pour justement protéger les jeunes artistes des dérives de l'IA qui, selon eux, menacent leur capacité à vivre de leur création. Sir Paul l'explique dans une interview donnée à la BBC le 26 janvier. See, for instance, I think I'm on the internet singing God Only Knows by the Beach Boys. Well, I never sang it, but AI made me sing it. So somebody's getting some sort of payoff there. And it's not me, I'm not interested. But I was talking to someone and I said, you know, it didn't sound like me, not quite. But to casual observers, it's me singing God Only Knows. But I said to this person, I said, yeah, but you know, give it 5 years and it's going to sound exactly like me. And the guy said, 1. Give it 1 year. And it's true, it's going so fast that, you know, they're going to be able to put my voice on anything, anybody's voice on anything. So I think you just have to worry about the rip-off. AI is a great thing, but it shouldn't rip creative people off. Alors on le voit, Benjamin, Paul McCartney, il est très lucide sur l'IA. D'ailleurs, il l'a lui-même utilisé en sortant une nouvelle chanson des Beatles qui a réjoui tous les fans que nous sommes. Ça s'appelle Now and Then, ça a été publié en 2023, basé sur un enregistrement de 1977, une maquette qui était vraiment pas suffisante pour être publiée, et grâce à l'IA, ça a fait revivre cette nouvelle chanson. Mais il se pose bien la question de savoir, très bien, on peut faire ça, l'IA c'est formidable, mais en même temps, ça permet de créer des morceaux sans remercier, sans donner quoi que ce soit aux créateurs, aux véritables créateurs. Alors il fait un appel au gouvernement britannique, mais moi je me demande si c'est pas un combat perdu d'avance en fait. Écoute, sans IA et sans guitare. And now and then. Très bien. Alors donc je ne sais pas si ça te donne droit à quelques droits d'auteur que ce soit, mais on te remercie. Et puis, on peut être centenaire et innover, Fabrice. Le magazine Time, 101 ans, le prouve cette semaine à l'occasion de l'annonce de la personnalité de l'année 2024, Donald Trump, avec le lancement de Time AI, une plateforme interactive et multimodale en partenariat avec Scale AI et l'aide aussi en coulisses d'OpenAI. Alors l'objectif de Time, c'est de redéfinir l'interaction entre le lecteur, on va dire plutôt l'internaute, parce que c'est évidemment forcément en ligne, et le contenu journalistique, et créer de l'engagement. L'idée, c'est de décliner l'article principal en plusieurs formats personnalisables,
On peut choisir un résumé court ou intermédiaire, une analyse en profondeur, une version audio avec une traduction possible en espagnol, en français, en allemand, en mandarin, et même avoir une conversation interactive qui permet de poser des questions, le tout grâce à une barre d'outils épurée. Oui, Time insiste aussi sur les garde-fous qu'ils ont mis en place pour assurer un usage éthique de l'IA. Il se trouve que la traduction, ce que j'ai essayé, n'est pas encore accessible. Alors, j'ai quand même testé la conversation interactive et j'ai demandé en anglais à Time AI pourquoi le magazine a choisi Donald Trump comme personnalité de l'année 2024. Écoutez sa réponse. Donald Trump was chosen as Time's Person of the Year for 2024 due to his remarkable political comeback and significant influence on American politics. Despite facing numerous challenges, including a conviction and ongoing legal issues, he successfully redefined the Republican Party and won the presidency again. Pas mal cette voix féminine totalement artificielle. En tout cas, ça montre une chose qui me paraît essentielle, c'est qu'il me paraît vraiment essentiel que la presse et les grands de la techno se mettent d'accord et commencent à discuter ensemble plutôt que de se regarder en chien de faïence et à se combattre comme c'est le cas depuis tant d'années. Et d'ailleurs, on en parle dans un instant avec Julien Cadeau, le directeur des opérations du groupe de presse Humanoid, qui vient de signer un accord avec Perplexity AI justement pour aller dans ce sens. Bonjour Julien Cadeau. Bonjour. Bonjour Julien. Alors Julien, bienvenue pour la première fois dans Les Voix de la Tech. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le directeur des opérations du groupe de presse en ligne Humanoid, qui édite notamment les sites Frandroid et Numérama. Alors, le groupe vient d'annoncer un partenariat avec Perplexity, une entreprise bien connue du monde de l'intelligence artificielle. Alors j'ai envie de dire tout de suite que ça doit surprendre, forcément, parce qu'on entend souvent que les médias et l'IA ne font pas bon ménage, que les premiers accusent les seconds de leur voler leur contenu sans contrepartie. Mais là, justement, il semble que ce soit différent. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Oui, bien sûr. C'est exactement l'inverse de ce que tu viens de décrire. C'est vrai, je partage ce constat et même j'en parle souvent à titre personnel et en public. Je trouve qu'il y a un vrai sujet sous-jacent à l'entraînement de l'IA aujourd'hui, qui est de se dire elles vont manquer à un moment de sources de qualité pour s'entraîner parce qu'elles ne rémunèrent pas les sources actuelles. A contrario, je trouve que Perplexity, du coup, apporte une valeur certaine parce qu'ils ont pris conscience très vite de ce problème. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent, c'est de dire, OK, on va effectivement amener aux utilisateurs des réponses qui seront basées sur ce que vous écrivez sur vos sites, mais dès que un utilisateur en version gratuite va voir une publicité dans Perplexity, on va passer à un revenu sharing selon ce qu'on a pris de contenu chez vous. Alors évidemment, on parle de petites sommes, vous connaissez le marché de la pub, plus ou moins, c'est jamais des sommes colossales, mais mis bout à bout, Perplexity, c'est 400 millions de requêtes par mois en décembre. Je pense que ça ne fera que augmenter. Et donc, cette idée d'avoir ne serait-ce que d'avoir une proposition, même imparfaite, moi ça me séduit parce que je me dis il y a quelque chose à faire, on peut tendre une main, on peut travailler des modalités différentes à l'avenir et c'est déjà un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce partenariat. Mais alors un utilisateur de Perplexity qui va voir un article de Numérama en source, qui va demander à Perplexity de faire un résumé. Là, du coup, tu n'as plus la main dessus. Non, j'ai plus la main. Perplexity, on ne lui demande pas d'inventer les choses. C'est un moteur de recherche à la base. Donc, un moteur de recherche, on va lui demander de s'appuyer sur du contenu. Donc, en gros, il y a beaucoup moins de risques. Mais ce que je trouve très bien dans Perplexity, c'est que Perplexity cite systématiquement ses sources. Et il y a une incitation presque à aller vérifier dans Perplexity, un petit peu comme à l'époque, quand on lisait des livres en papier, on avait des notes de bas de page et on pouvait s'y référer et avoir ses références. Et bien là, sur Perplexity, vous avez la source qui est affichée en haut, en très gros, et qui vous invite à du coup vérifier par vous-même d'où vient le texte. Mais à chaque fois que le passage est utilisé, vous retrouvez la source. Il y a une contrepartie où il y a un autre volet à l'accord, si j'ai bien compris, c'est que vous allez intégrer leur moteur de recherche sur vos sites. On va avoir un accès aux API de Perplexity
qui vont nous permettre de créer un mini Perplexity sur nos sites. Et en fait, ça va nous permettre de créer ce petit moteur de recherche qui sera comme Perplexity, mais uniquement sur la base de données de Numérama. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir 2 moteurs de recherche internes qui pourraient coexister, ou est-ce que le moteur de recherche by Perplexity va devenir le moteur de recherche unique sur vos sites? Nous, ce qu'on adorerait faire, c'est que quand quelqu'un tape un mot-clé simple, on lui affiche une recherche simple. C'est-à-dire qu'on lui répond avec ce qu'on lui donne aujourd'hui. Si la personne se met à parler en langage naturel avec notre moteur de recherche, on aimerait pouvoir passer sur Perplexity. C'est-à-dire que il n'y aurait qu'une barre, et selon ce que vous lui demandez, si c'est un simple mot-clé pour avoir votre intention, c'est juste de trouver la fiche produit, le prix, l'avis de Frandroid, vous aurez ça en réponse. Si vous demandez quel est le meilleur smartphone à moins de 200 €, là, vous aurez une réponse plus élaborée, parce que vous commencez à parler. Il y a eu l'annonce de l'accord entre l'AFP et Mistral pour alimenter son moteur de recherche, notamment pour présenter et donner des informations validées par l'AFP. Un accord avec Mistral, entre Mistral et Numérama et Frandroid, c'était pas possible? Qu'est-ce que je peux répondre de gentil à l'adresse de des géants français? En fait, on est snobé. C'est-à-dire que pour moi, j'ai plus de facilité à aller chercher les dirigeants d'une boîte californienne qu'à parler aux géants français de l'industrie. C'est triste. Vraiment? Mais oui, vraiment. Parce que vous avez essayé et ça n'a pas abouti. Mais ça n'arrive pas, en fait. On ne parle pas avec eux. Ils ne parlent pas avec nous, plutôt. Oui. Évidemment, ils gardent ça à des grands noms comme l'AFP. Mais tout comme je ferai la même critique, alors pour pas être dans le France bashing, mais à OpenAI. OpenAI a parlé au monde et ils se sont arrêtés. Il y a un élitisme dans ces boîtes-là qui fait que on a du mal aussi parfois, ne serait-ce qu'avoir des contacts, mais je serais ravi de travailler avec Mistral. Vous êtes le premier média français à signer un partenariat avec Perplexity. Oui. Quel est le symbole pour vous, Julien Cadot, que ce soit avec vous? À titre personnel, je suis très fier parce que ça montre aussi qu'on a des médias qui savent parler à des entreprises internationales qui peuvent rayonner alors que ces gens-là ne nous connaissaient pas, tout simplement. Hein. Donc on monte notre produit et notre produit leur plaît. Et en fait, en termes de symbole, je pense que pour moi, il faut ouvrir la discussion. Il faut qu'on soit les premiers, mais les premiers d'une série, en fait. On n'arrivera pas à faire avancer les choses si on prend trop de temps, si on perd trop de temps à tergiverser sur ce qu'on va faire de l'IA, sur comment l'IA va nous rémunérer. En fait, je pense que quand un partenaire a des bonnes volontés, même si c'est pas tout de suite, comme Perplexity, il faut que des groupes plus gros que nous signent. Il faut que des groupes qui ont plus de médias, plus de puissance, même des généralistes, parce que nous, on a un média spécialisé, signent avec des acteurs comme ça. Et je pense que ce serait une très bonne étape pour ne serait-ce qu'envoyer un message au reste de l'industrie qui ne comprend pas les problématiques du contenu sur le web. Et quand je parle du reste de l'industrie, je pense principalement à OpenAI et à Google. Google a Gemini. Google fait la même chose que Perplexity, mais n'a toujours pas pensé à un programme soit de rémunération, soit de licence pour les médias. Et Google, pourtant, a 25 ans, a des représentants dans le monde entier. Ils connaissent les lois, ils savent à quel point ils ont besoin des médias et à quel point ils ont réussi à travailler avec les médias ces 25 dernières années. Et je pense qu'en tant qu'acteur aussi gros de l'écosystème, ils ont une responsabilité à proposer ce genre de choses. Et je pense que si des grands groupes nous suivaient et signaient avec des entreprises moins connues comme Perplexity, ça pourrait les amener à avoir un début de réflexion sur ces sujets. Donc le symbole, j'aimerais bien que ce soit ça. Julien Cadot, directeur des opérations de Humanoid, éditeur de Frandroid et Numérama, merci beaucoup d'avoir été une de nos voix de la tech cette semaine. Merci à vous. Merci À Julien, bientôt. à bientôt. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de l'épisode 22, Fabrice. Mais on vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain, le 7 février, pour le numéro 23, évidemment. D'ici là, suivez les voix de la tech sur X, LinkedIn, Facebook,
Instagram, YouTube et Blue Sky bien sûr. Et partagez nos publications sur les réseaux, on a besoin de vous et de votre relais pour nous aider à faire connaître les voix de la tech. Pour vous abonner, tous les liens sont à retrouver sur le site lesvoixdelatech.com. Lien notamment vers la version intégrale sur Apple Podcast. Même concept, même sommaire, même voix, mais avec des interviews en totalité. Merci de votre fidélité et à vendredi prochain. À vendredi prochain, salut à tous.